Et à cette heure-ci, comme tous les soirs, avec Sonia Mabrouk. Bonsoir Sonia. Bonsoir François, bonsoir à tous. Votre invitée ce soir est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir Madame Valérie Rabault. Vous êtes députée du Tarn-et-Garonne, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos de la sécheresse, c'est notre débat. N'hésitez pas à témoigner, 39-21. Vous êtes aussi spécialiste des questions budgétaires et fiscales. Bonsoir Valérie Rabault. Bonsoir. Le chômage continue d'augmenter. Toutes les catégories d'âge sont touchées. Le chômage de masse est-il une fatalité dans notre pays, en France? Non. Non, parce qu'on a vu qu'au cours de l'année 2016 et 2017, on a créé beaucoup d'emplois en France. Ce sont les entreprises qui ont créé des emplois. On a vu que, effectivement, depuis 2 trimestres, le nombre de demandeurs d'emploi se remet à augmenter, alors qu'il était en diminution jusque-là. Là, on voit que cette tendance reprend depuis 2 trimestres. Et nous pensons que le gouvernement, plutôt que de décélérer la reprise de la croissance, aurait dû l'accélérer. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, selon vous, d'atteindre un chômage structurel que même la croissance n'arrivera plus à résorber? Non. Mais on recommence à faire vraiment baisser le chômage quand on tâtonne les 2 points de croissance. Et là, cette année, le gouvernement voit la croissance retomber autour de 1,7%, peut-être 1,8 ou 1,6. Ces 2 points, ils ont été atteignables. En 2017, on a eu 2,2. Et on a déjà eu d'autres périodes de notre histoire assez récentes où on pouvait atteindre les 2 points. Vous citez beaucoup ce qui s'est passé sous le précédent quinquennat, mais pardonnez-moi, est-ce que l'inversion de la courbe du chômage n'est pas une chimère, quel que soit le pouvoir en place, y compris le quinquennat socialiste auquel vous faisiez partie? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des recettes qui existent pour faire baisser le chômage. On l'a vu en 2017. Encore une fois, il faut soutenir l'investissement des entreprises. C'est fait partie du carburant de notre économie. Soutenir l'investissement des ménages. Quand les ménages construisent, vous donnez du travail au secteur du BTP. Le nombre de logements en construction cette année recule de 12%. 12%, parce que les ménages ont vu leur pouvoir d'achat baisser. C'est mécanique, il y a des effets mécaniques qui s'enclenchent et qui nous interrogent sur la manière dont le gouvernement est en train de mettre en place les mesures qu'il veut pour sa politique économique. Un exemple concret, pour inciter au retour à l'emploi, un débat sensible est sur la table, celui de la dégressivité des allocations chômage. Le gouvernement dit qu'il n'y a aucun tabou sur ce sujet. Qu'en pensez-vous? Qu'il mette des propositions sur la table. Il est aujourd'hui en responsabilité qu'il mette des propositions sur la table. Vous savez, depuis des allocations pour les cadres, par exemple. Depuis son arrivée au pouvoir, il nous dit on va mettre plus de flexibilité. Ça a été les ordonnances Pénicaud. Cette plus de flexibilité, ça fait 1 an que c'est mis en place et on voit que le contraire se produit, c'est-à-dire que le nombre de demandeurs d'emploi se remet à augmenter. L'économie, elle a besoin de souplesse, certes, mais elle a besoin de positionnement sur le futur, c'est-à-dire d'investissement. Et encore une fois, le budget 2019, comme le budget 2018, a fait des coupes sur l'investissement. Donc ça veut dire qu'on fait du surplace au moment où il faut mettre le pied sur l'accélérateur. Alors malgré les critiques sur la fiscalité écologique et les prix des carburants, le gouvernement ne change rien. Au contraire, d'ailleurs, Édouard Philippe parle même de décisions courageuses. C'est ce qu'il vous a dit à vous, Valérie Rabault, à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas du tout d'accord, mais est-ce que vous reconnaissez moins une forme de constance dans la politique appliquée en ce moment ? Oui, il y a une constance, mais d'ailleurs le président de la République l'a dit, il n'y aura pas de tournant. Nous, ce que nous dénonçons, c'est que cette fiscalité écologique, plus 55 milliards d'euros sur le quinquennat, 55 plus milliards 55, d'euros. Moitié payé par les entreprises, moitié payé par les ménages. Ce calcul n'est-il pas contesté par le gouvernement? C'est un calcul... Non, personne n'a contesté notre capacité à faire des additions, parce qu'il s'agit juste de faire des additions. Mais encore une fois, c'est inédit dans notre histoire. C'est une addition sacrément salée. Et ça s'applique aux ménages, que vous ayez 1 500 euros par mois ou que vous ayez 10 000 euros par mois. Et ça, c'est très injuste. Nous disions, oui, il faut qu'on donne des signaux via la fiscalité écologique, mais il faut qu'on tienne compte du fait, selon qu'on habite à la campagne, si on a des transports en commun ou pas, c'est pas tout à fait la même chose, et qu'on tienne compte aussi des revenus. Encore une fois, un ménage, 2 parents, 2 enfants qui se chauffent au fioul domestique à la campagne, qui a une voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun, en 2022 paiera 576 euros de plus de taxes écologiques par rapport à 2017. C'est inédit. Il y a des mots, vous dites c'est inédit. Il y a des mots forts, très forts, utilisés dans l'opposition de gauche comme de droite d'ailleurs, où l'on parle de raquette des Français par ce gouvernement. Raquette.
Vous employez ce mot? Moi, j'aime pas le mot de raquette quand on parle Matraquage. de fiscalité. La fiscalité, c'est toujours un acte qui est décidé par le pouvoir politique et par la majorité en l'occurrence. Mais ce qui est sûr, c'est que la fiscalité écologique, elle ne dit pas son nom parce qu'elle est beaucoup plus insidieuse. On pense qu'elle ne va pas se voir parce qu'elle est dans les prix. Quand vous payez votre impôt sur le revenu, vous savez exactement le chèque que vous faites au Trésor public. Là, c'est beaucoup plus insidieux parce que ça se voit moins, mais les Français le ressentent dans leur porte-monnaie. Et surtout, ça s'applique quel que soit le revenu. Donc, c'est extrêmement injuste. Mais dites-nous, lorsque Nicolas Hulot a claqué la porte du gouvernement en prônant la nécessité d'un changement de modèle, lui, l'adepte quand même de la fiscalité écologique, votre camp, la gauche, a applaudi des deux mains, affirmant qu'il avait raison, Hulot. Alors, depuis, il a tort. Peut-être que certains ont dit cela. Moi, j'ai fait un tweet pour dire le contraire. J'ai dit que c'était le ministre qui avait fait rentrer le plus de taxes dans les caisses de l'État et que malheureusement, ces rendements supérieurs, ce supplémentaire de taxes, il ne les a pas utilisés pour lancer un grand plan de transition énergétique. Là, on est d'accord. Il y a 7 millions de logements qui sont des passoires. Tout le monde le dit en France. Ça veut dire que les Français qui y habitent ont une facture énergétique élevée et qu'en plus, on dégage plus de CO2. Les rénover, ça a deux avantages. Faire baisser le dégagement de CO2 et faire baisser la facture énergétique. Donc, c'est gagnant-gagnant. Oui, à condition qu'on mette un vrai plan en place. Le gouvernement propose de rénover 150 000 logements. Nous, on dit qu'il faut aller au moins à 300 000 par an. Pour être honnête quand même, est-ce que vous êtes d'accord que les trois quarts de l'augmentation des prix des carburants est due à la conjoncture internationale et géopolitique? Et ça, le prix du baril, le gouvernement n'y peut rien. Mais il y a plusieurs effets. Il y a effectivement le prix du baril, mais on ne le nie pas. Moi, le montant que je vous ai donné des 576 € pour une famille, 2 parents, 2 enfants qui vit à la campagne. Il est frappant, ce chiffre, ce montant. Ne comporte que les taxes. Et encore là-dessus, il faut ajouter la TVA et ajouter l'augmentation du prix du baril. Donc, je n'ai parlé que des taxes. Les nuages noirs, on le dit depuis tout à l'heure, et les difficultés s'accumulent pour l'exécutif. Et pourtant, vous n'en profitez pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça coince? Est-ce que le Parti socialiste, que vous représentez entre autres, notamment à l'Assemblée, est définitivement dévitalisé, décrédibilisé? Je ne crois pas qu'il soit décrédibilisé. Il a, comme l'an dernier, on a fait un budget alternatif. Mais encore une fois, je crois que la politique, c'est une question d'offre. Savoir ce qu'on met sur la table. Qui a lu ce budget alternatif à part vous et moi? Mais j'espère vous. Il vous faudra un peu plus pour reprendre du poil de la bête. J'invite tous vos auditeurs à le regarder. Il est sur Internet. On fait aussi des Facebook Live pour ceux qui veulent nous écouter sur ce budget alternatif. Encore une fois, c'est des propositions. On en a fait une aussi la semaine dernière. Un revenu de base. Une expérimentation portée par 18 départements présidés par des socialistes qui vise à dire il faut dans le fond repenser ce qu'est l'aide sociale, le soutien aux populations au XXIe siècle, qu'on ne fait pas les choses comme on faisait le siècle précédent. Ça, c'est une question très concrète. On veut pouvoir l'expérimenter sur les territoires pour 60 000 Français et surtout en faire bénéficier les jeunes, parce qu'aujourd'hui le RSA ne s'applique que pour les adultes à partir de 25 ans. Voilà. Cette expérimentation, ce sera à partir de 18 ans. Le PS n'est pas mort, contrairement à ce que beaucoup croient. Tout à l'heure, François Claus a parlé d'un sujet important. Je voudrais vous faire réagir. Beaucoup de nos auditeurs en parlent. C'est la sécheresse. Est-ce que votre département, le Tarn-et-Garonne, est également touché? Alors, il a subi beaucoup de pluie au printemps et effectivement une sécheresse cet été. Donc, cette question de l'eau, des retenues d'eau, de comment on stocke l'eau quand on en a beaucoup et moins évidemment l'été, elle est cruciale pour les agriculteurs, mais elle est cruciale aussi pour l'alimentation en eau pour boire, tout simplement. Des sujets concrets traités. Merci Valérie Rabault d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci à vous.